l'histoire se répète. Épisode très bon, on va commencer une fois de plus. Jon Snow qui donc suit son espèce de petit groupe qui s'apprête à attaquer un petit peu le mur. On l'interroge sur le mur, on est un petit peu suspicieux envers lui, ce qui est logique, mais il a l'air de dire la vérité. Genre, il s'est acclimaté à ce coin, il se dit ok, je vais les suivre eux ou pas, je ne sais pas. À nouveau, j'ai encore du mal à saisir ça, mais à nouveau, c'est à voir comme quelque chose en continu. On verra un petit peu ce que ça donnera à la fin, quand il y aura un peu la chute de la chose. Mais bon, au début, on lui fait pas trop confiance quand il dit que il y a que 3 forts qui sont gardés et il y a 1000 hommes à Château Noir. On n'est pas sûr, mais il essaye de s'affirmer un petit peu. Il y a Ygritte qui essaye de le défendre un petit peu aussi. Et c'est là qu'il y a une petite dispute entre eux. Elle le taquine, elle l'attire dans une caverne avec une petite source chaude, semble-t-il. Et ce qui doit arriver arrive, sans doute. Elle le chauffe suffisamment pour que... il s'y jette, hein, voilà. Bon, tout le monde doit y passer apparemment, hein, donc ouais, c'est un moment plutôt sympa où ça se concrétise entre eux, de façon assez satisfaisante. Bon, un petit peu un chouïa rapide, je trouve, mais dans le cadre qu'on met en place, je trouve que c'est assez logique. Donc ça passe bien. On voit que ces deux-là veulent profiter de l'instant et ça se termine là. À nouveau, je sentais déjà qu'il allait y avoir un truc entre ces deux-là dès leur première rencontre. Et ça, c'était un petit peu inévitable qu'il y ait cette concrétisation. C'était plutôt mignon. Ensuite, du côté de Daenerys, on a un truc assez rapide. Mais avant d'en parler, j'aimerais parler de la transition qui est faite. Parce que j'adore ça, j'aime vraiment beaucoup ça. Quand on fait de la transition, mais très fluide, très intelligente comme on le fait ici. Puisque juste avant la scène avec Daenerys, on a un moment entre une fille et un gars, j'en parlerai en détail, où la fille parle d'un bouquin autour de Aegis Targaryen, le conquérant. Donc elle commence à décrire un petit peu ses exploits lorsqu'il partait en guerre pour combattre. Et puis paf, on fait la transition sur l'armée de Daenerys qui est en marche pour partir en guerre. J'aime bien ce genre de truc, quoi. C'est très intelligent. Donc oui, il n'y aura pas grand chose à dire à part que ça confirmera un petit peu le fait que Daenerys a vraiment affranchi ces personnes-là et ces soldats lui en sont très reconnaissants. Donc voilà, on voit le côté très juste de Daenerys là-dedans. Et il y a une petite conversation entre Selmy et Jorah sur un petit peu leur passé et sur pourquoi ils croient en Daenerys. C'est un petit moment sympathique entre ces deux-là et qui sont pas encore totalement confiants, surtout Jorah envers Selmy puisqu'il est quand même pas là depuis très longtemps. Mais ça pose bien un petit peu leur état d'esprit, ce qu'ils pensent, pourquoi ils en sont là. C'est très sympathique, ça appuie bien les personnages. Il y a énormément de discussions comme ça, où on appuie les personnages, où on montre leur passé, où ils exposent un petit peu qui ils sont, de façon assez fluide grâce aux jeux des acteurs et au texte, une fois de plus. Après ça, une fois de plus, on va avoir énormément d'éléments éparpillés. Donc, on va commencer par le fameux duel judiciaire de la fraternité entre, comment il s'appelle, ce gars, Lord Beric et le limier. Donc Lord Beric, c'est un petit peu le chef du coin. Il y a son espèce de prêtre qui s'appelle le Tauros, si je ne m'abuse, qui donc prie le maître de la lumière pour enchanter son arme avant le combat contre le limier. Et oui, ça fait en sorte que sa lame s'enflamme. Il a une lame enflammée. J'avoue, c'est super cool visuellement. Après, en termes de puissance de combat, c'est pas non plus la chose la plus efficace qui soit, parce que si jamais tu touches la personne, bah ça cautérisera un petit peu la plaie en même temps. Je sais pas, c'est moi qui fais une réflexion à 2 balles par rapport à ça. Et puis bon, il y a quand même un côté plus imposant dans cette lame, et le fait que ça crame le bouclier en bois aussi du mec, ça joue un petit peu. Mais n'empêche qu'après tout ça, après ce petit combat assez fortiche qu'on voit entre deux, c'est tout de même le limier qui gagne, qui lui plante son épée jusque là, et qu'il bute seulement. Le maître de la lumière est surpuissant, semble-t-il, puisque le prêtre Tauros prie pour que ça soigne Fete Beris, et ouais, ça soigne. Et il est revenu d'entre les morts, et c'est pas la première fois, comme on le verra. Donc, wow, super fortiche, hein, je savais pas que le maître de la lumière était si puissant que ça. À nouveau, c'est là que je me dis, ça doit y avoir un lien avec les marcheurs blancs, ça me paraît assez évident, hein.
étant donné que c'est lié aussi à Mélisandre, je suis impatient de voir comment on va justifier, comment ça se goupille tout ça. Vraiment, j'espère que ce sera satisfaisant. Mais voilà, il est libre de partir, le limier, en dépit de ce qu'en pense Arya qui voulait le voir crever. Et elle aura un petit peu de conversation avec tout le monde dans le coin, en se disant que elle veut pas rester là, elle veut rejoindre son frère, tandis que Gendry, lui, veut rester avec Lord Berys parce qu'il sent qu'il a un peu plus sa place et que toute sa vie, il a jamais vraiment été bien traité lorsqu'il servait quelqu'un. Et là, il sent que ça sera un peu différent. Donc voilà, il y a Arya qui essaye de le convaincre autrement, mais ça suffit pas. Et ouais, je sens que Gendry n'a pas fini d'apparaître. Lui, par contre, contrairement à leur ancien compagnon d'il y a 2 épisodes, mais c'est un moment assez intéressant où on montre un petit peu, on appuie bien les épreuves qu'ils ont traversées. Après ça, on aura une discussion autour d'Arya et de Berys et Toros, qui discutera un petit peu de son sort à elle. Il prévoit de la rendre à Robb. Enfin, est-ce que ça va enfin arriver, ça? Putain de merde, en échange d'une rançon. Donc, j'espère de tout cœur qu'on va enfin regrouper des trucs. Parce que punaise, on n'arrête pas de créer des groupes qui s'éparpillent partout. Au bout d'un moment, j'espère qu'à un moment donné, ça va se rejoindre. Alors, est-ce qu'Arya va enfin rejoindre son frère, bordel de cul? C'est tout ce que j'espère. C'est tout ce que j'espère. En tout cas, ouais, ça se termine là, où ils discutent un petit peu de pourquoi ils en sont arrivés là, et surtout, ouais, que Berys, il est mort genre 6 fois maintenant, mais il a été ramené à la vie par le maître de la lumière, et à chaque fois, il était... et il se sentait un peu plus affaibli. Il y a Arya qui vient espérer que peut-être son père pourrait être ramené comme ça, mais ils disent que ça marche pas comme ça, hein, donc elle regrette un petit peu, mais c'est bien d'appuyer ça. Ned Stark est beaucoup cité dans cet épisode. Il y a un côté très réminiscence de ce qu'il y avait avant, et majoritairement le conflit avec le roi fou. C'est bien de rappeler ça très régulièrement, de dire que oui, c'est pas un univers qui a commencé maintenant. Il y a vraiment beaucoup de passé qui appuie grandement ce qui se passe tout de suite. C'est très cool ça. Donc ouais, ils discutent un petit peu de ça, et c'est un bon petit moment, et j'espère vraiment... J'espère vraiment qu'Arya rejoindra son frère. J'ai le sentiment qu'il va y avoir une couille, ça va se compliquer. Ils auraient créé un autre groupuscule à part. Où Arya sera encore seule dans son coin. C'est ce que j'espère pas, ça. Au bout d'un moment, ça devient un petit peu trop... Ensuite, on va parler de Brienne et de Jaime, qui sont enfin amenés à un fort tenu par Lord Bolton, qui a l'air plutôt sympa comme gars. Je veux dire, assez strict, mais ça a l'air d'être beaucoup moins un enculé que celui qui les a amenés là, puisqu'il traite mieux les prisonniers. Hein, déjà, il te dit que, ouais, on va peut-être soigner un petit peu la blessure, le moignon de Jaime, parce que sinon ça va s'infecter, il va crever comme une merde. Et ouais, il traite mieux Brienne. Voilà, donc il a beaucoup plus de convivialité. Et ouais, au bout d'un moment, il est guéri. Jaime, Brienne prend un bain après tout ce qui lui est arrivé. Il y a Jaime qui se la joue, ok, osé. Apparemment, il peut se promener à peu près librement dans l'enceinte du château, semble-t-il. Donc, ouais, bon, j'imagine que maintenant qu'il est faible, qu'il a une main en moins, etc., ça marche. S'il doit représenter une menace beaucoup moins grande qu'avant, j'imagine. Mais c'est vrai que quand même, ça me surprend un petit peu qu'il soit même pas surveillé, quoi. Genre, il prend un bain, on le laisse. Enfin, il est seul avec Brienne, on le laisse. Bon, il y a un moment que j'ai trouvé très prenant autour de lui et Brienne, où Brienne a vraiment cette pudeur et a un peu de mal à accepter qu'il se baigne dans le même bain qu'elle. Mais bon, elle finit par l'accepter. Elle montre aussi un côté assez digne lorsqu'il l'insulte une fois de plus, surtout son chef Renly, son ancien commandant Renly. Et ouais, elle montre qu'elle peut passer sa pudeur à travers ça, j'ai beaucoup aimé ce moment-là. Et c'était un grand passage où après il décide de se confier un peu à elle. À nouveau, on voit qu'il y a cette espèce de... de respect, de confiance qui s'instaure petit à petit entre eux. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup cette relation entre Brienne et Jaime, où il finit par raconter un petit peu son histoire, comment il en est venu à être surnommé le régicide.
et pourquoi, quelle situation a été mise en place pour qu'il tue l'ancien roi. Alors, sans vouloir être vexant, je trouve ça un peu dingue, rapidement, hein, qu'on l'ait à ce point raillé d'avoir tué le roi fou qui hésitait pas à trucider les gens quand ça l'arrangeait, quoi. On peut se dire, ouais, il y a quelque chose de compréhensible dans son geste. Mais tout le monde le considère comme une merde à cause de ça, parce que bon, il a pas suivi son serment, etc. Je trouve ça un peu fort de café quand même. Enfin, je veux bien que la part de la populace, de certains trucs, de certains coins, ça soit comme ça, mais apparemment tout le monde, même Ned Stark, apparemment avait du mal à gober ça de sa part. C'est un peu bizarre quand même, quoi. Je veux dire, c'est quand même un roi qui mettait le monde à feu et à sang, qui avait complètement perdu la boule. Il y aurait quoi comprendre ça, quoi. Mais bon, il a fallu qu'on appuie davantage ce qui l'a amené à vraiment le tuer, avec une narration que j'ai trouvée très forte, où le mec lâche vraiment complètement tout ce qu'il a ressenti à ce niveau-là, lorsque le roi fou, l'ancien Targaryen, lui a demandé de tuer son père, de brûler tout le monde, et où il n'a pas pu... il a pas pu l'accepter plus que ça, quoi. Il pouvait pas accepter qu'on brûle tout le monde et qu'en plus on lui ordonne de s'en prendre à sa famille, ses proches. Ça me paraît logique. Je trouve ça dingue que personne n'ait voulu l'écouter pour ça. Enfin bon, ça montre que Brienne commence à comprendre un peu plus, une fois de plus. Il y a vraiment un rapprochement qui fait entre ces deux-là. Et il commence un petit peu à faiblir suite à ça. J'imagine que son truc a gangréné un peu plus, ou je sais pas quoi. Enfin bon, ça on verra. Et ouais, c'était un bon moment de rapprochement entre ceux-là que j'ai grandement apprécié une fois de plus. Vraiment, le rapprochement Brienne-Jaime pour l'instant. Ouais, avant j'adorais les conversations entre Arya et Tywin. Maintenant que c'est plus le cas, on a Brienne-Jaime qui remplace ça. Et punaise, j'adore ces moments-là. Hein. J'adore ces moments-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a du côté de Robb? On a j'en ai pas parlé, mais ils ont capturé un endroit où il y avait des Lannister qui logeaient, mais c'est de la famille assez éloignée, c'est genre des cousins au second ou troisième degré des Lannister de la famille principale, donc c'est pas non plus les Lannister les plus haut gradés. Cela dit, quand même, c'était des enfants et donc on n'allait pas leur faire beaucoup de mal, on allait les garder enfermés, mais on allait les traiter correctement. C'était un peu ce que voulait Robb. Cela dit, il y a un des types qu'on voit depuis un petit moment et qui a perdu son fils face à Jaime qui a essayé de s'échapper et aussi à notre de ses fils lors du combat, lors des batailles. Et donc lui, il a vraiment un ressenti de vengeance qu'il veut vraiment assouvir et il se dit merde, puisque je peux pas avoir les Lannister principaux, je vais buter ceux-là. Donc il s'en prend à tout le monde, tous ceux qui faisaient la garde avec quelques-uns de ses soldats et il les bute. Et Robb, il est pas content quand il apprend ça, il se dit merde, c'est pas ce que je voulais, tu as désobéi à mes ordres. Le gars lui reproche d'être trop leste, et Robb répond puisque c'est comme ça, je vais pas être leste, je vais tous vous buter, bande de cons. Et c'est ce qu'il fait. En dépit du fait que, et là je trouve ça pas très réfléchi de sa part, que tout le monde, que ce soit sa femme, sa mère, et même le seigneur du coin, son oncle apparemment, si j'ai bien saisi, lui suggère de ne pas le tuer, de le garder prisonnier, de façon à ce que son clan, les Vastars ou un truc comme ça, là, puisse continuer de guerroyer avec lui, vous voyez. Mais lui se dit, non, il faut que je donne un exemple et je le bute. Voilà, je bute ce gars qui, avant de mourir, fait référence une fois de plus à la guerre contre le roi fou, comme quoi il a combattu avec son père, et donc il y a vraiment un passé derrière ça, mais il le méprise juste avant de crever, et Robb se dit, ouais, je vais jusqu'au bout, je le tue, je l'exécute. Et c'est... Je sais pas, je trouve que c'était pas non plus super réfléchi, et c'est bizarre qu'il veuille écouter personne chez lui. Néanmoins, ça appuie le fait qu'il se retrouve dans une situation où il se rend compte qu'il perd de plus en plus pied. Il va perdre, bien entendu, la famille des Vastars, je sais plus comment il s'appelle, donc il va avoir la moitié de son armée en moins, carrément. Un clan, ça représente la moitié de son armée, bah dis donc, et il se rend compte que, ouais, il est dans une situation où ça va pas très bien.
Ça va assez mal. Le Nord est en proie au Greyjoy et il peut pas s'attaquer directement à Port-Réal parce qu'il est clairement sous l'ombre. Il se dit, je suis un petit peu dans la merde, qu'est-ce que je dois faire? Et il finit par avoir une idée. Si je veux m'en prendre au Lannister, plutôt que d'attaquer Port-Réal, je vais attaquer là, leur domaine à eux principal, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, Castral Rock. Oui, c'est ça, Castral Rock, qui est beaucoup moins gardé, puisque maintenant tout le monde est concentré à Port-Réal. Et il se dit que ouais, ce sera sans doute possible si j'ai suffisamment d'armées pour ça. Il faut que je remplace ce que j'ai perdu avec d'autres, et le seul qui soit en état de faire ça, c'est le mec à qui j'ai promis d'épouser une de ses filles. C'est pas de chance, hein, comment tu vas régler ça, mon petit? Je ne sais pas. Ouais, alors je trouve que ça a été amené de façon un peu brusque, même s'il est vrai que le désir de vengeance du type était mis en place depuis pas mal d'épisodes, hein, le type qu'il a exécuté dans cet épisode. En dépit de ça, je trouve que ouais, cet enchaînement de décisions a été un petit peu rapide. Mais en dehors de ça, je trouve que ça a amené quelque chose d'intéressant dans le sens où il se rend compte qu'il perd de plus en plus pied, que les Lannister ont fini par avoir de plus en plus de soutien et maintenant sont clairement largement au-dessus d'eux. Ils ont clairement l'avantage sur eux. Et il se rend compte qu'il a vraiment plus beaucoup de choix et que le dernier coup d'éclat qui lui reste, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est vraiment intéressant. J'espère qu'il saura reprendre pied. J'ai le sentiment que ça va mal se passer. J'ai le sentiment que ouais, les Stark vont en chier de plus en plus et qu'il faudra attendre longtemps avant que le Lannister tombe un petit peu. S'il tombe, enfin bref. Je sais pas, je sens que c'est un prélude, vous savez, cette histoire de conflit Lannister-Stark. Et qu'au bout d'un moment, il va y avoir vraiment un affrontement réel avec les marcheurs blancs, et à un moment donné il y aura aussi l'arrivée de Daenerys. Ça sent vraiment le gros prélude qui s'étend beaucoup avant de préparer autre chose. Et cette autre chose, je suis assez impatient de voir comment ils vont le gérer, étant donné que vous mettez souvent ça en secondaire. Je veux dire, j'apprécie beaucoup ce que vous faites autour de Jon Snow et de Daenerys, hein, ça met ça en place, c'est clair et net, mais c'est vraiment mis en place de façon secondaire, et tout le monde au centre des choses n'y pense pas une seconde en fait. Voilà, et ce qui se passe dans le royaume des sept couronnes, c'est que, ouais, il y a le conflit, Lannister Stark, et Stannis dans son coin un petit peu, les Greyjoy qui essayent de grappiller aussi, et c'est tout. Et le reste, tout ce qui se passe outre-mer, outre-mur, on n'y réfléchit pas trop. Et au bout d'un moment, quand ça leur reviendra dans la gueule, j'aurai l'impression que ils l'auront un petit peu cherché, vous voyez, hein, puisque personne n'y réfléchit apparemment. Du côté de Stannis, justement, on a un petit peu plus de développement sur le personnage, parce que ouais, c'est pas juste un roi qui veut conquérir ce qui lui est dû, mais il a aussi une femme et une fille. Voilà, donc on a évoqué sa femme à 2-3 reprises, comme quoi elle l'attirait plus. Et voilà, j'avais le sentiment que ça voulait pas aller plus loin que ça, mais apparemment ça va aller plus loin que ça, puisqu'on découvre enfin la femme de Stannis, qui apparemment a pété un câble, elle a un petit grain, puisqu'elle conserve ses enfants en bocal, c'est ses enfants morts-nés, avortés, trucs comme ça, en bocal. Il y a des fœtus qui est, ok, elle a une case en moins celle-là, et elle dit ouais mais c'est génial, la lumière est super. J'étais contente quand j'ai appris que t'as baisé avec Mélisandre pour avoir un enfant de la lumière. Voilà, hein, donc on n'a pas affaire à la personne la plus saine d'esprit, quoi. Il y a Stannis qui essaye de dire, ok, je suis surtout là pour voir ma fille, s'il te plaît, hein. Je suis un peu désolé de t'avoir trompé, mais je peux plutôt voir ma fille pour l'instant, ça ne dérange pas. Et on découvre donc que sa fille est née avec une difformité du visage qui honnêtement est pas si affreuse que ça. Ben, disons que on aurait pu faire pire, mais bon, je suis sûr que c'est considéré comme suffisamment affreux pour être mal vu quand même. Ouais, sa fille a l'air d'être une fille charmante, très normale, en dehors de ce problème-là. Et lorsqu'elle parle à son père, elle se demande où est le chevalier oignon, je l'aime bien moi. Et il finit par lui dire il ne peut pas venir parce que c'est un prêtre maintenant.
Et ouais, juste pour dire, quoi, c'est pas que c'est mauvais, loin de là. Hein, c'était un bon petit moment, la fille est assez mignonne, etc. La folie de la mère, je trouve que c'est bien illustré, je vous cache pas. C'est juste que vous nous balancez ça tout d'un coup, histoire de dire, ouais, on va donner de la profondeur à Stannis d'un coup, d'une traite, alors que ça a jamais été particulièrement appuyé avant ce truc-là. C'est le petit souci que j'ai. Cela étant... C'était pas mal, et puis on verra une petite scène avec justement ce dont j'ai parlé, le moment où la fille de Stannis ira voir le chevalier Oignon dans sa cellule pour lui dire, pour essayer de lui tenir compagnie, pour l'aider à surmonter ce qu'il vit, parce que oui, à nouveau, apparemment, ils sont assez liés, ils sont assez proches l'un l'autre, ce qui n'a jamais été à nouveau démontré avant. Enfin bon, et à ce moment-là, elle décide, tiens, je vous apporterai des livres, mais madame, je ne sais pas lire, ok, bah je vais vous apprendre. Toute naïve, toute gentille, la fille, j'aime bien, elle est sympa. Et oui, c'est là qu'elle parle de Aegis Targaryen pour faire la transition avec Daenerys. C'est un bon petit moment. Ensuite, il reste à voir ce qui se passe à Port-Réal. Une fois de plus, on termine avec Port-Réal, où il y a pas mal de petits détails qui se passent. Déjà, de la part de Tyrion qui parle un petit peu finance avec la grand-mère Tyrell. Rapidement, histoire de parler des noces, il y a Baelish qui finit par être un petit peu mis au courant des petites manigances que peut avoir Varys et surtout les Tyrell concernant Sansa. Et grâce à ça, il se dit, ok, je vais un peu faire des recherches dans mon coin pour savoir ce qui se passe, notamment en engageant un type pour coucher avec Loras, Amadou et Loras, pour qu'il avoue un petit peu qu'il se prépare à un futur mariage. Donc vraiment, ouais, c'est clair et net que le plan Sansa doit épouser Loras, ça vient de la grand-mère Tyrell et de Varys. Et grâce à ça, donc, grâce à cet amant que Baelish a envoyé, maintenant il est au courant pour le plan. Et ils vont prévoir certains petits trucs. Prévoir un peu le coup pour Sansa en lui disant qu'il va bientôt partir, mais en se rendant compte qu'elle veut rester. Donc il confirme un petit peu ça. Et apparemment Tywin et Cersei ont un peu vent d'une partie de ce qui se passe, comme quoi ils veulent faire en sorte que Loras épouse Sansa. Parce que, oui, alors ça, j'avais pas très bien compris. Et je trouve quand même que ça reste un petit peu gros, honnêtement. Mais Sansa... Maintenant, c'est un petit peu, comment ils le disent elles-mêmes, c'est la clé du Nord. Elle a la clé du Nord, Sansa, parce que, voilà, Robb, s'il venait à échouer, il serait clairement exécuté, il serait pas éligible pour diriger le Nord. Les frères de Robb sont apparemment morts, tués à Winterfell, semble-t-il. Alors que ça n'a jamais été grandement clarifié, mais bon, mais voilà, je pars du principe que c'est forcément ça. Et donc voilà, la plus proche du pouvoir maintenant c'est Sansa. Même pas Catelyn apparemment, non Sansa. Et ouais, je veux bien, mais à ce niveau-là, qu'est-ce qui empêchera, je sais pas, un cousin éloigné ou autre chose de réclamer ça, le pouvoir du Nord, plutôt que Sansa, vous savez, celle qui a rejoint le sud, celle qui est restée dans son coin à rien foutre. Enfin, je sais, c'est le règne du sang. Je trouve ça un peu facile quand même. Je trouve qu'il y aurait beaucoup de moyens de contourner ça et de faire en sorte que Sansa soit pas la digne héritière du trône du Nord par rapport à ça. Mais bon, ça explique un petit peu mieux la chose, je le reconnais. Et c'est là qu'on voit que Tywin considère une fois de plus sa famille comme un moyen d'accéder au pouvoir avant tout, plutôt qu'une famille, puisque il se dit qu'on va les prendre un petit peu à revers. Puisqu'ils veulent marier Loras à Sansa, eh bien, on va jouer un petit coup d'avance en disant que non, ça va pas se passer comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fiancer Sansa à toi, Tyrion. Et tant qu'on y est, on va te fiancer à Loras, Cersei. Et ça leur fait pas plaisir du tout. Ça leur fait pas plaisir du tout, ce genre de mariage arrangé, parce que surtout, ils ont connu un petit peu ça avant. Cersei qui a dû épouser Robert alors qu'elle ne l'aimait pas. Et donc, il lui refait le coup. Tywin, tu vas épouser Loras alors qu'il n'y a rien entre vous. Et en plus, il risque pas d'être très chaud pour coucher avec elle. Et Tyrion qui a déjà épousé une fille qui croyait aimer, et c'était juste un coup monté par sa famille. En plus de ça, il est amoureux d'une autre.
et ben on le force à épouser une fille beaucoup trop jeune pour lui, qui qu'il juge vraiment pas apte pour ce genre d'union. Donc, ouais, ils le vivent assez mal, et ça se termine là-dessus l'épisode. On voit que Tywin est vraiment calculateur, et je sens que ça va amener pas mal de froid par la suite, ça. En tous les cas, c'était un très bon épisode, un excellent épisode. Deux, trois micro-détails de mise en scène et surtout dans le grand ordre des choses, quand j'y réfléchis un petit peu, qui me gêne un chouïa, mais je dis un micro-chouïa, mais le reste était excellent, surtout par rapport, une fois de plus, aux interactions, aux conversations entre personnages. Parce que, j'en ai déjà parlé depuis la saison 1, ça peut passer. Ce genre de choses, quand on regarde ça d'un peu loin, pour de l'exposition un peu grossière, mais c'est tellement bien fait par rapport aux personnages, aux acteurs qui jouent ça, et au texte, la façon dont il est écrit, que ça passe crème, et honnêtement, ça appuie des relations, des interactions entre personnages qui sont très fortes. Et vraiment, cet épisode le fait merveilleusement bien. Ce qui fait que je l'ai grandement adoré. On verra ce qui se passe par la suite, ça promet un petit peu. J'espère vraiment que ça va se recouper un petit peu. Est-ce qu'Arya va enfin retrouver Robb? Ce serait tellement cool. Ce serait tellement cool. À bientôt pour l'épisode 6. Bye.